Merci à Patricia évidemment pour l'introduction et puis merci à la maison Poincaré de nous accueillir ce soir pour cette soirée carte blanche. Je suis particulièrement sensible à la carte blanche, on pourra en parler si vous me posez la question après la présentation. On va pouvoir vous présenter quelques, on va dire, quelques zestes des questions qu'on se pose dans le domaine de la physique quantique. Effectivement, donc nous avons un programme de 3 mois où beaucoup de chercheurs du monde entier vont venir débattre, discuter, et c'est un environnement évidemment remarquable de pouvoir faire ça dans le cadre de l'Institut Henri Poincaré. C'est assez intimidant de faire un talk sous l'œil de Ramanujan et de Turing, mais j'espère que je vais y arriver. Et puis je voulais vous remercier toutes et tous de venir écouter un talk sur la physique quantique à cette heure indue du jour. N'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pendant la présentation. J'ai les projecteurs dans les yeux, donc je ne vous vois pas forcément très bien. N'hésitez pas à vous lever la main, vous hurler, vous m'interrompez si vous avez la moindre question. On n'est pas en train de faire un marathon, c'est plutôt une petite visite guidée dans le monde quantique, donc ça n'a pas d'importance si on ne fait pas tout ce que j'avais prévu au départ. Alors effectivement, moi de mon côté, je suis à l'université de Genève. J'ai été pendant une vingtaine d'années au CNRS dans un labo qui est maintenant à l'université qui s'appelle l'université Paris-Saclay, qui est le laboratoire qui avait été fondé par Jacques Friedel, un des très grands de la physique des solides française. Et je vais vous parler un peu de cet amour des matériaux, de la matière condensée qui est né dans ce, disons pour moi, dans ce laboratoire. Et du côté suisse, je suis dans un département qui s'appelle le département de physique de la matière quantique et j'ai l'honneur d'être le directeur d'un réseau suisse, un petit peu en France, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les LabEx, les laboratoires d'excellence, sur la physique des matériaux. Et j'espère qu'un petit peu ces choses-là vont se mettre en place au fur et à mesure de l'exposé. Et je me sens obligé, pas du tout obligé, mais j'ai le plaisir aussi de remercier ce qu'on appelle la Fondation Suisse pour la Science, qui est l'équivalent de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Alors, je ne parlerai pas du tout de la recherche que nous faisons dans notre groupe, mais je peux... c'est intéressant, ça, type equation here. C'était pas prévu. Mais voilà, une vue des jeunes collaborateurs et collaboratrices qui sont dans mon groupe et qui travaillent sur plusieurs projets reliés à ce que je vais vous raconter ce soir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir, évidemment, le site web du groupe. Alors, on va partir dans ce monde quantique qui est un petit peu bizarre, un petit peu, on va dire, ésotérique. Alors, j'ai pas pu résister à vous montrer ce dessin qui a été dessiné par quelqu'un qui s'appelle Zurek, qui est un des chercheurs assez connus dans le domaine. Donc, attention, montrez vos appareils classiques ici et nous allons passer de l'autre côté du miroir et parler de matière quantique. Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails scientifiques. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis ici, puisque le séminaire est enregistré, quelques références, quelques pages sur lesquelles vous pouvez trouver beaucoup plus de matériel, notamment des conférences qui ont été faites par des experts du domaine. Aussi bien à Genève, il y avait un événement qui s'appelle le Colloque pour la science, où il y avait 5 experts, dont 3 prix Nobel, qui sont venus parler de la physique quantique. Et plus récemment, l'Académie des sciences a organisé une série de conférences. J'ai mis 2 liens, mais il y en a d'autres que vous pouvez trouver. Donc n'hésitez pas à aller voir ces liens si vous voulez en savoir plus. Alors moi de mon côté, s'il y a une chose que vous devez retenir de cet exposé, c'est que je vais essayer de dynamiter des légendes urbaines sur la physique quantique. Alors la première légende urbaine, c'est que la physique quantique, ça existe seulement dans les laboratoires. Bon, c'est quelque chose que vous entendrez. Ça existe seulement pour des objets de toute petite taille. Ça existe seulement à très basse température. Et c'est vraiment pas un truc que vous croisez dans votre vie de tous les jours. Et bien, tout ça, c'est complètement et totalement faux. Comme M. Jourdain, vous faites de la physique quantique sans le savoir, et je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Alors,
je suis obligé de vous parler de physique quantique, de vous dire ce que c'est. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais je vais essayer de vous donner l'essence du phénomène. C'est une physique qui a à peu près, on va dire, un siècle. Hein. L'an dernier était le centenaire de la découverte de De Broglie sur la dualité, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et donc, quelle est l'idée? L'idée a démarré un peu avec ce monsieur qui est Louis De Broglie, qui s'est dit que, en fait, toute la matière qu'on connaît, qui est là, en fait, on devrait la décrire sous forme d'une onde. Et c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement visualiser. Hein. Vous avez tous vu des ondes, des interférences comme ça qui se produisent à la surface d'un étang. Eh ben, dites-vous, quand vous avez un petit bump ici de matière, quand vous avez un petit bump de la surface ici, hein, donc une petite vague comme ça qui se fait, là vous avez de la matière, et puis quand il n'y a pas de bump ici, vous n'avez pas de matière. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à visualiser, et jusque-là rien d'étonnant. Alors on introduit ce qu'on appelle une fonction d'onde qui vous dit un peu la forme de ces vagues de matière que vous avez. Là où ça commence à devenir bizarre, la physique quantique, c'est pas quand il y a un seul bump comme ça, parce que là, j'ai une bosse, ah ok, j'ai le verre. C'est très bien. J'ai une autre bosse, j'ai la bouteille, etc., etc. C'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux bosses. L'idée naïve, c'est je devrais avoir deux bosses, et donc j'ai la moitié de la matière ici et la moitié de la matière là. Et ça n'est pas ce que vous dit la physique quantique. La physique quantique vous dit vous avez la moitié des chances de trouver la matière ici et la moitié de chances de trouver la matière là. Et vous ne saurez pas tant que vous n'avez pas mesuré, tant que vous n'avez pas fait la mesure. Mais quand vous faites la mesure, vous avez 100% la matière à cet endroit-là ou 100% la matière à cet endroit-là. Imaginez deux tiroirs, vous ne savez pas où sont vos chaussettes, tant que vous n'avez pas ouvert le tiroir, vous avez 50% de chance de trouver vos chaussettes dans le tiroir de droite et 50% de chance de trouver vos chaussettes dans le tiroir de gauche. Mais attention, c'est pas 50% parce que vous avez oublié où sont vos chaussettes. C'est quand vous faites la mesure, il y a ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, c'est-à-dire que au lieu d'avoir quelque chose où vous auriez la moitié de la matière ici, la moitié de la matière là, subitement, toute la carte. Alors vous remarquerez que je fais ça avec des cartes. Pour les spécialistes de la physique quantique, d'habitude c'est des chats, mais c'est plus humain de faire ça avec des cartes. Et ça rejoint la thématique de la soirée carte blanche aussi, donc c'est parfait. Voilà. Donc c'est un truc un peu bizarre. Alors c'est né dans des laboratoires, c'est né comme recherche fondamentale. C'était des concepts assez choquants pour l'époque, parce que si je vous dis vous mesurez quelque chose et pouf, tout d'un coup vous avez maintenant 100% de probabilité de trouver l'objet ici, mais vous auriez pu avoir 100% de probabilité de le trouver ici. C'est quelque chose d'assez ésotérique. Alors, le point, c'est que c'est ésotérique, mais petit à petit, les gens se sont rendus compte que ça permettait de comprendre des tas de choses. Et une des choses que ça a permis de comprendre en particulier, c'est la façon dont les électrons se déplacent dans les métaux, dans les matériaux. Parce que vous savez que dans un métal, dans un matériau, on a des atomes. Les atomes ont leur centre, leur noyau qui reste immobile, qui ne bouge pas, donc un petit peu comme des billes qu'on empilerait comme ça, avec un empilement régulier. Et puis autour, il y a des particules légères, chargées, qu'on appelle les électrons, qui sont chargés négativement, et qui vont se balader à l'intérieur des solides. Donc ça, c'est quelque chose que les gens imaginaient ou rêvaient depuis le 19e siècle, mais ils voyaient ça un peu comme un fluide normal, comme de l'eau, quoi, qui coulerait à l'intérieur du solide. Et ce que vous dit la mécanique quantique, c'est que c'est pas ça. Alors voilà quelques arrangements. Ici, c'est un arrangement hexagonal d'atomes dans une structure qu'on appelle le graphène, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ce que vous dit la mécanique quantique, c'est que c'est pas des particules qui bougent, c'est des ondes. Et chaque fois que vous faites bouger une onde dans un milieu périodique, vous savez qu'il se produit des phénomènes qu'on appelle d'interférence, et l'onde va pouvoir se propager ou mal se propager. Ce qui veut dire que vos pauvres électrons dans le solide,
ils vont soit être capables de bien se propager, soit ils vont pas être capables de bien se propager. Alors voilà ici un dessin, par exemple, de la façon dont une onde d'électrons se propagerait dans le potentiel périodique qui est créé par, ici j'ai pris un sinus, si vous voulez, disons symbolisant la période des noyaux du solide. Et ça a une conséquence extraordinaire, c'est que seulement certaines ondes sont autorisées. Donc si vous regardez des particules qui ont une énergie qui va varier, qui est différente, eh bien, par exemple celle-là est autorisée, celle-là est autorisée, celle-là est autorisée, celle-là est autorisée, mais là c'est complètement interdit. Les particules ne peuvent pas se déplacer dans le solide, donc c'est interdit, elles ne sont pas là. Ce qui veut dire que les pauvres électrons, ils peuvent vivre qu'à des énergies parfaitement encadrées, parfaitement définies, c'est ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Vous allez me dire, c'est gentil ça, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert que ça veut dire que quand vous allez remplir votre solide d'électrons, ça va être un peu comme une boîte à sucre. Vous allez pouvoir remplir jusqu'au moment où vous avez rempli toutes les cases qui étaient autorisées. Seulement, quand votre boîte à sucre est pleine, il n'y a rien qui bouge dedans. Donc, votre matériau, c'est un isolant. Les électrons ne peuvent pas bouger. Si maintenant vous enlevez quelques sucres, vous voyez bien que ça va pouvoir secouer, vous allez pouvoir secouer la boîte à sucre, et vos électrons vont pouvoir bouger, vous allez avoir un métal. Et puis, si vous êtes, je dirais, un peu intermédiaire, vous allez avoir ce qu'on appelle un semi-conducteur, etc., etc. Donc, la mécanique quantique a ouvert la porte à la maîtrise des matériaux. Et je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance des matériaux pour notre humanité, si j'ose dire, puisqu'il y a des époques entières qui ont été baptisées du nom d'un matériau. Vous avez l'âge du cuivre, vous avez l'âge du fer, vous avez etc. Donc, maîtriser les matériaux, c'est l'explosion de la possibilité de faire des progrès. Et du coup, le fait de comprendre que c'est ces bandes d'énergie autorisées, bandes d'énergie interdites, bandes d'énergie autorisées, qui permettaient d'avoir des isolants, des métaux ou d'autres types de matériaux, ça a ouvert la porte à faire beaucoup de choses, et je vais essayer de vous en parler. Alors, je fais juste une remarque, c'est que l'énergie ici, elle est énorme, elle est absolument colossale, elle est de l'ordre de 12 000 Kelvin. Ce qui veut dire que même à température ambiante, la température ambiante c'est environ 300 Kelvin, c'est-à-dire 30 Celsius, on va dire, 30 degrés Celsius, c'est une énergie ridicule par rapport aux énergies qui sont ici. Donc, le bout de métal que je tiens dans la main ici, il est entièrement contrôlé par la mécanique quantique. Il n'est pas du tout classique. Ce n'est pas quelque chose que vous pourriez décrire avec de la physique classique. Toutes ces propriétés viennent directement de la mécanique quantique. Donc, vous touchez tous les jours des objets qui sont décrits par la mécanique quantique et que vous ne sauriez pas décrire par la mécanique classique. Alors du coup, la mécanique quantique, elle a prédit au début du XXe siècle la plupart des propriétés des solides, ce qu'on appelle la chaleur spécifique, comment un solide peut accumuler de la chaleur quand vous changez sa température, comment un solide peut transporter du courant, etc., etc. Et ça nous a donné le contrôle des matériaux. Alors, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. On ne comprend pas grand-chose, en fait. Alors là, je vais faire un raccourci, je vais zapper à travers un siècle de progrès de matière condensée en physique, disons, dans ce qu'on appelle dans la physique des solides. La seule chose qu'on comprend pour le moment, c'est des électrons libres, c'est-à-dire des électrons qui n'interagissent pas entre eux. Or, c'est faux, les électrons interagissent entre eux par l'interaction de charge, de leur charge, mais on va oublier ça. Alors, si les électrons n'interagissent pas entre eux, on sait décrire. On sait très bien décrire, et malheureusement, ils interagissent entre eux, donc on pourrait se demander si cette description a quelque chose à voir avec des systèmes réels. Et là, il y a un très grand physicien qui s'appelle Lev Landau, qui a lâché une bombe, je dirais, théorique, hein, bien sûr, à la fin, disons, dans les années 50, qui est ce qu'on appelle la théorie des liquides de Fermi, qui est due à Landau, qui dit, grosso modo, et là je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, en fait, vous pouvez jeter les interactions.
Vous pouvez les jeter, il y a un petit prix à payer. Dans les équations, vous ne mettez pas la masse de l'électron, vous mettez une masse qui est changée, qui est affectée par les interactions, ce qu'on appelle une masse effective. Mais en gros, il a donné l'autorisation, si vous voulez, mais c'est une autorisation calculée, de dire la théorie des électrons libres, ça marche très bien. Mais ça marche très bien pour les matériaux réels. Alors du coup, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez faire des tas de choses avec, parce que maintenant, vous savez que ce n'est pas des calculs dans le vide que vous êtes en train de faire, c'est des calculs qui vont avoir des conséquences. Et ça a conduit à un bouleversement complet de notre société. Alors, pour vous marquer un petit peu ce bouleversement, je pense que beaucoup d'entre vous sont simplement trop jeunes pour savoir même ce que ce dessin représente. Vous voyez ce que c'est? C'est une lampe à vide, ouais, c'est un machin qui servait d'amplificateur. Vous avez un truc ici qui, par chauffage, émet des électrons. Vous mettez une grille ici qui peut les repousser ou au contraire les attirer, et puis vous les collectez de l'autre côté. Et bon, ce machin-là, c'est pas terrible, c'est gros, ça chauffe, mais ça permet d'amplifier le signal. En mettant un petit signal sur la grille, vous pouvez l'amplifier par le flux d'électrons que vous contrôlez ici. Bon. Et du coup, ça avait permis, par exemple, en 1947, de faire l'un des premiers calculateurs électroniques, qui s'appelait l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Et je vais vous montrer un commentaire qui était fait dans une revue sérieuse. Hein. C'est pas Elvis is Alive, etc. C'est vraiment une revue très très sérieuse sur l'ENIAC qui dit « Oh, là où le calculateur ENIAC est équipé de 18 000 tubes à vide et pèse 30 tonnes, les ordinateurs du futur n'auront peut-être que 1000 tubes à vide et ne pèseront peut-être qu'1,5 tonne. » Bon, bah, vous voyez qu'il s'est un peu loupé, le journaliste scientifique qui a écrit ça. Ben, il s'est loupé pourquoi? Il ne s'est pas loupé parce qu'il a manqué d'enthousiasme, parce que je suis sûr que sa 1,5 tonne, c'était déjà complètement révolutionnaire, mais il s'est loupé à cause de ces trois gars-là. Il s'est loupé à cause de trois chercheurs, Shockley, Bardeen et Brattain, qui, grâce à la mécanique quantique, grâce à la maîtrise des matériaux et la compréhension de ce qu'est un métal et un semi-conducteur, ont réussi à inventer un machin auquel personne n'aurait pu penser avant, qui est le transistor. Et le transistor, alors qui ressemblait à ça, au début, donc c'était pas très très pratique, mais voilà, c'était 47. Hein. Le transistor, évidemment, a complètement changé notre société. Ça fait des micros qui marchent pas, ça fait des... voilà, non, etc., etc. Mais c'est clair que je ne vous parlerai pas et je ne ferai pas cette présentation si on n'avait pas eu un transistor qui est devenu 1000 transistors, qui est devenu plusieurs millions de transistors, etc., etc. Et donc, je crois que autant il y a l'âge du cuivre et l'âge de fer, si on devait parler du XXe siècle, je crois que c'est l'âge du silicium, sans aucun doute. Et évidemment, c'est à la racine de toute la société de l'information qu'on connaît. Alors, la mécanique quantique, vous l'avez tous les jours. Vous l'avez dans vos ordinateurs portables, vous l'avez dans vos téléphones portables. Alors, il n'y a pas que le transistor. Ça, les diodes électroluminescentes qui transforment du courant électrique en lumière, ce n'est pas le principe de la lampe à incandescence, c'est un principe complètement différent qui repose à nouveau sur les semi-conducteurs, sur la mécanique quantique et qui a des rendements absolument faramineux par rapport à la pauvre lampe à incandescence. C'est les fameuses LED? C'est les LED, oui. C'est Light Emitting Diodes. Donc qui marche avec en gros le même principe que le transistor, mais cette fois-ci, c'est pas de l'amplification du courant que vous faites, c'est le fait qu'en faisant passer un électron d'ici à ici, vous le faites tomber en gros. Vous le mettez là, et puis boum, il est obligé de tomber ici, et en tombant, il doit émettre un photon. Parce qu'il faut bien qu'il relâche l'excès d'énergie, et il n'a pas le choix. Il est obligé de relâcher l'excès d'énergie qui lui permet d'aller de là à là. Puisque tout ça, c'est interdit. Donc, il ne peut pas rester dans sa bande en haut, il faut qu'il retombe dans la bande du bas. Et les photons, donc, ont une certaine couleur, ont une certaine longueur d'onde. Et ça se fait avec un rendement qui est extrêmement bon, extrêmement efficace. Donc, les diodes électroluminescentes, les LED, eh bien, c'est quelque chose qui est à nouveau une incarnation de la mécanique quantique que vous avez dans tous les téléphones portables. Et ça ne vient pas de la compagnie X ou de la compagnie Y, ça vient des laboratoires de recherche fondamentale qui ont inventé la mécanique quantique.
Oui, je vous en prie. Est-ce que vous connaissez les travaux du docteur Lipton? Non. Enfin, pour moi, Lipton, ça m'évoque du thé, mais c'est... Non, non, c'est... Parce qu'en fait, c'est étrange, parce que ce que vous venez de présenter, c'est exactement ce qu'il présente au niveau de la cellule. Oui. Alors, par contre, je pense qu'il faut que vous utilisiez le micro, comme ça les gens vous entendent. De la molécule, oui. Et il explique en fait comment dire, qu'il y a des passages autorisés et d'autres passages qui ne sont pas autorisés, exactement de la même façon que vous avez présenté ça. D'accord, là je pense que vous avez... D'accord, là je pense que vous avez peut-être en tête le fait que les parois cellulaires laissent passer certains produits, etc. Alors, non, ça, ne connaissant pas les travaux, je ne peux pas commenter dessus. C'est là, je ne me souviens plus du titre de son livre, là... Mais ça a trait à la psychologie, en fait. Oui, là, c'est au-delà de mon domaine de compétences, parce que... Donc là, je vous parle d'un effet physique, donc quelque chose qui peut être directement mesuré. Et bon, ne connaissant pas les travaux, je ne peux pas commenter sur la connexion ou l'absence de connexion. Voilà, mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que ça aussi sont des effets quantiques. Quelque chose d'autre qui est totalement quantique, je dirais, à l'envers, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui permet de convertir la lumière en électricité. Alors c'est le processus inverse. Quand vous absorbez un photon, pouf, vous grimpez sur la bande du haut. Et c'est la caméra CCD qui est dans votre téléphone et qui permet à nouveau qui a permis complètement de transformer, je dirais, la photographie. Et j'insiste même pas parce que c'est tellement évident. Vous avez tous maintenant des téléphones avec lesquels vous prenez des photos et c'est simplement quelque chose qui n'existait pas il y a, on va dire, 40 ans ou 50 ans. C'est directement de la mécanique quantique dans votre poche, si vous voulez. Donc votre téléphone, alors bon, peu importe la marque ou etc., c'est un concentré de mécanique quantique que vous avez dans votre poche. Alors ça c'est déjà pas mal, mais il y a encore plus quantique. Alors quand je dis il y a encore plus quantique, il y a encore plus bizarre. Parce que finalement, ça, ok, vous dites on maîtrise les matériaux, ok, très bien, c'est gentil, c'est mignon, mais finalement, à la fin, bon, qu'est-ce qu'il y a de très bizarre, qu'est-ce qu'il y a de très quantique? Ben, je vais vous donner d'autres effets qui viennent toujours de la même théorie fondamentale qui n'a pas été inventée avec un processus pour expliquer aux gens qu'il fallait trouver l'application dans 2 ans, etc., etc. C'est de la recherche fondamentale. Voyez les dates, la mécanique quantique a été inventée à peu près au début du XXe siècle. Et les applications de la mécanique quantique, enfin disons même ses premières applications, sont arrivées au mieux en 1947, c'est-à-dire 20 ans après, 30 ans après. C'est à peu près le temps de retour qu'il faut compter entre une découverte fondamentale importante et le passage aux applications. Alors qu'est-ce qu'on a encore plus quantique ? Alors, ça c'est plus pour les spécialistes, mais je vais vous le faire sentir du doigt, toucher du doigt peut-être Alors je continue avec mes cartes. C'est quelque chose qu'on appelle le principe d'indiscernabilité. Alors ça a l'air totalement ésotérique, mais en fait qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit, tout à l'heure je vous ai parlé de la matière et de cette fonction d'onde qui vous dit là où il y a la matière, ici ou là. Bon, mais très bien, mais maintenant si j'ai 2 objets, je dois pouvoir écrire la fonction d'onde de 2 objets. Donc, imaginez que je dise, j'ai une carte ici et j'ai une autre carte. Ben, comment je peux décrire ma fonction d'onde qui dit que j'ai une carte au point x1, une carte au point x2? Alors, la chose la plus simple que vous puissiez penser, c'est de dire ben, c'est le produit des 2 fonctions d'onde, de la carte toute seule au point x1 et de la carte toute seule au point x2. Et c'est très raisonnable comme idée et ça expliquerait beaucoup de choses. Et en fait, c'est remarquable que les gens du début du XXe siècle aient compris que en fait, ça suffisait pas. Et vous pouviez pas... il y avait des problèmes avec cette description, en particulier si vous échangiez des objets qui étaient identiques. Parce que vous ne pouvez pas savoir vraiment si cette carte-là, c'est celle-là que j'ai faite glisser verticalement ou si c'est celle-là que j'ai faite glisser diagonalement. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas savoir si la fonction d'onde, c'est celle-là, la carte alpha qui reste au point x1, ou si au contraire j'ai échangé les cartes, c'est-à-dire c'est la carte alpha qui va au point x2.
Et du coup, en fait, ce que vous dit la mécanique quantique, c'est que vous devez faire la somme ou la différence de ces deux choses. Alors, faites-moi confiance là-dessus, ne cherchez pas comme ça. J'ai un très bon bouquin écrit par une personne fantastique qui s'appelle Claude Cohen-Tanuji, qui peut vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais là, on ne va pas le faire. L'important, c'est que vous devez faire la somme et la différence de ces deux objets. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'indiscernabilité. Et ce qui a été compris par un certain nombre de gens, c'est qu'en fait, vous alliez séparer l'univers en deux moitiés, des particules pour lesquelles vous aurez le signe plus, et des particules pour lesquelles vous aurez le signe moins. Et ça va dépendre uniquement de la nature de la particule que vous allez regarder. Les particules pour lesquelles vous allez devoir mettre un signe plus, on appelle ça des bosons, je vais vous montrer les images des gens qui ont trouvé ça, et les particules pour lesquelles vous devez mettre un signe moins, c'est ce qu'on appelle des fermions. Et c'est pas évident, a priori, on pourrait penser que ça dépend de la vitesse du vent, de l'âge du capitaine, de savoir si vous mettez un plus ou un moins. Ben, ce que les gens qui ont fondé la mécanique quantique ont compris, c'est qu'il fallait vraiment être systématique et que chaque particule avait sa propre signature et c'était ou plus ou moins. Alors, qu'est-ce que vous avez dans l'univers? Ben, vous avez deux types de particules, celles pour lesquelles vous mettez un signe plus, qu'on appelle les bosons, et du coup, à cause de ce plus, ça veut dire qu'elles aiment être dans le même état. Ils aiment bien se regrouper, si vous voulez, ils aiment bien se mettre ensemble, et ça a été trouvé par Bose, un physicien indien remarquable, et Einstein. Et notez la date, 1924, cette année, c'est le 100e anniversaire de la découverte de la statistique de Bose. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis vous avez presque l'inverse, c'est-à-dire vous avez des particules qui détestent être dans le même état. Vous voyez que si je mets un signe moins ici et que je fais alpha égale bêta, ce truc-là vaut 0. Hein. Ça s'en va. Donc ces particules se haïssent, elles sont identiques, mais elles ne peuvent jamais être au même endroit. Elles ne peuvent jamais être dans le même état quantique. Et ces particules-là, c'est Wolfgang Pauli, qui est un des très grands physiciens de la mécanique quantique, qui, en l'honneur d'un autre physicien qui s'appelle Enrico Fermi, les a appelés les fermions. Et du coup, notre univers est divisé en deux moitiés. Vous avez des particules qui sont des fermions et des particules qui sont des bosons. Alors vous allez me dire, bon, mais c'est gentil ça, mais ok. Et est-ce qu'il y a des conséquences de ça? Ben oui. Il y a des conséquences absolument dramatiques de ça, et ça conduit à des nouveaux états de la matière auxquels personne n'avait pensé avant. Donc, par exemple, si vous prenez de l'hélium 4, qui est un des isotopes de l'hélium, donc c'est 2 protons, 2 neutrons dans le noyau, et que vous le refroidissez, je vous montrerai un petit film un petit peu plus tard, et que alors il faut refroidir assez fort. Donc là, le mythe que la mécanique quantique travaille uniquement à basse température n'est pas complètement faux, mais si vous refroidissez à environ moins 271, parce que je suis en Suisse, degrés Celsius, c'est-à-dire à 2,17 degrés Kelvin, eh bien, en 1938, Kapitsa, Allen et Misner ont découvert qu'il y avait une nouvelle phase de la matière, qu'on appelle un suprafluide, et je vais vous montrer des images là-dessus. Et ça, c'est dû au fait que l'hélium 4 est constitué de bosons. Plus récemment, en 1995, toujours parce que je suis en Suisse, le même phénomène a été trouvé dans des atomes de rubidium, et vous avez ici la probabilité de trouver, alors c'est suivant l'axe, c'est l'impulsion suivant x, l'impulsion suivant y, donc la vitesse si vous voulez, suivant x et y, et le code de couleur vous donne le nombre de particules qui ont cette vitesse. Donc vous voyez, à 400 nanokelvin, alors c'est froid, hein, 400 nanokelvin, hein, c'est pas très très chaud, mais ça a été atteint dans ces laboratoires. Vous voyez que vous avez une espèce de patate, donc il y a à peu près des atomes à toutes les vitesses, tout va bien. Et puis tout d'un coup, à une certaine température magique ici, il se produit une catastrophe. Vous voyez que seuls les atomes à vitesse nulle commencent à exister. Et puis, plus vous refroidissez, plus ils se mettent à vitesse nulle. Donc, c'est comme si subitement tous ces bosons se disaient « Haha, si on se mettait tous à vitesse nulle !» Et ils se mettent tous à vitesse nulle, et ça s'appelle la condensation de Bose. Et c'est un phénomène qui ne peut exister que parce que vous avez cette affinité des bosons à vivre ensemble, à être ensemble dans le même état quantique.
Alors vous allez me dire, et donc ça c'est quelque chose qui a été trouvé par 3 chercheurs, Eric Cornell, Wolfgang Ketterle et Karl Weimann, qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Alors vous allez me dire, mais bon, comment je sais, moi, que ces bosons, ils se mettent ensemble, etc. Alors, je vais essayer de vous faire toucher du doigt une des propriétés de cet état condensé de Bose. Imaginez que vous ayez un fluide. Alors, ça, c'est mes capacités graphiques exceptionnelles avec PowerPoint. Et ça, c'est des impuretés. Si vous avez un fluide qui bouge dans un milieu où il y a des impuretés, ben, chaque particule du fluide est diffusée par les impuretés. Donc, votre fluide, il a du mal à couler. C'est la friction normale que vous avez quand vous faites couler, on va dire, du miel, prenons même de l'eau, dans un tuyau ou dans un milieu poreux. Donc, tout fluide a normalement une viscosité qui l'empêche de couler, ou du moins qui le freine quand il coule, et ça vient de la friction sur les impuretés. Mais maintenant, imaginez que je vous dise, tous les atomes du fluide doivent être dans le même état quantique, pas de liberté. Les impuretés, elles peuvent diffuser une particule. Mais la pauvre particule, elle ne va plus être dans le même état quantique que les autres. Donc elle n'a pas le droit. Donc elle ne diffuse pas sur les impuretés. Donc le fluide coule sans friction. Et vous avez donc quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui est un fluide qui peut s'écouler sans aucune friction. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de suprafluidité. Donc je vais vous montrer un petit film qui avait été réalisé par la BBC sur l'hélium suprafluide. Alors j'espère qu'avec les lumières, vous allez pouvoir voir quelque chose. Donc je vais lancer la vidéo. Donc ce que vous voyez ici, c'est le fond d'un petit verre comme celui-là. Ça me permet de boire un coup. Donc c'est le fond d'un petit verre, sauf que le fond a été bouché à l'emery. Donc avec une poudre tellement compacte que normalement il y a trop de friction. Il y a trop de friction pour que le fluide puisse passer à travers. Donc c'est aussi solide que le fond du verre ici compact. Alors regardez ce qui va se passer quand l'hélium va devenir suprafluide. Alors voyez ici le récipient. Je vais couper le commentaire, comme ça moi je vous le fais en français. Et voyez ce qui se passe quand l'hélium est devenu suprafluide, ça se met à fuir comme une passoire. Ça se met à fuir comme une passoire. Alors voilà une deuxième moitié. Je vais mettre en pause et puis je vais commenter après. Je vous remets la première partie. Donc vous voyez, l'hélium pour le moment est normal. Et puis quand il s'arrête là, il donne l'impression de s'arrêter de bouillir, ça y est. Là il est devenu suprafluide et vous voyez, il passe à travers le bouchage, là, si j'ose dire, exactement comme s'il n'existait pas, et il se met à fuir. Alors, juste pour la petite histoire, le CERN refroidit les aimants qui servent à faire l'anneau. Il y a, je ne sais plus combien, 27 km d'aimants ou quelque chose comme ça. Ils le refroidissent avec de l'hélium suprafluide. C'est pas qu'ils le veulent suprafluide, mais comme il doit être à basse température, il est suprafluide. Alors, la moindre fuite, vous imaginez la bavure? Voilà, donc ça c'est un des inconvénients, on va dire, de la suprafluidité, mais c'est un joli phénomène. Alors ici, il se passe quelque chose. Vous avez un récipient qui est une demi-lune, là, un demi-truc, et vous voyez très bien la petite goutte qui est en bas. Vous voyez ce qui se passe? Ça goutte. Alors pourquoi ça goutte? Il n'y a pas de trou là. Hey, ça goutte parce que le fluide, il est malin. Il sait qu'il est mieux ici. C'est plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte les parois, et puis il coule. Mais l'eau, vous voyez qu'ici, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce qu'il y a trop de friction. La barrière pour faire ça est trop élevée. Mais un suprafluide, ça ne le gêne pas. Donc, le suprafluide, ici, il est en train de couler en remontant le long des parois et en coulant par-dessous. Alors ça commence à devenir bizarre. Ça commence à devenir bizarre. Alors, la question, c'est... Bon, un suprafluide, ce n'est pas très utile. Mais si on pouvait faire la même chose avec des électrons dans un solide, on aurait un fluide d'électrons qui se baladerait sans dissipation. On pourrait transporter du courant sans perte. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec des électrons? Ben, les gens se sont posé la question au début du XXe siècle. Il y avait 3 théories sur le marché pour essayer de comprendre quelle était la résistance des matériaux quand on baissait la température. Vous avez les gens qui disaient ben, plus on baisse,
moins il y aura de diffusion par des machins qui bougent, donc la résistance va chuter à zéro. Vous aviez des gens, et pas n'importe qui, hein, Lord Kelvin, c'est un des grands de la physique du 19e siècle, qui disait au contraire, vous allez geler les particules, donc la résistance va aller à l'infini, et puis évidemment les gens qui se mettent au milieu, qui disaient ça va aller vers une constante. Et en fait, aucun des trois n'a eu raison. La manip a été faite par quelqu'un qui s'appelle Kamerlingh-Onnes et Holst. Et ce qu'ils ont trouvé en faisant la manip sur du mercure, alors le mercure avait un certain nombre d'avantages, c'était les premiers à avoir le froid. C'est les premiers à arriver à liquéfier des gaz vraiment très froids, et donc ils avaient la possibilité de faire cette expérience. Les expériences sont souvent liées à la technologie que vous êtes capable de mettre en place. Et donc, ils ont fait la manip, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que la résistance descendait. Alors, c'était plutôt ça qui allait bien. Et puis, tout d'un coup, ça chute à zéro, et ça chute à quelque chose qui n'est pas mesurable. Et donc, c'est l'équivalent de la suprafluidité, mais cette fois-ci, pas pour des bosons qui aiment se mettre ensemble, mais pour des électrons qui se détestent. Donc, le mécanisme de condensation de Bose-Einstein marche pas. Enfin, en tout cas, il ne peut pas marcher naturellement. Et donc, ça a été un grand mystère de comprendre pourquoi. Découverte à peu près, j'ai oublié la date précise, j'aurais dû revérifier, mais je pense que c'est 1911 ou quelque chose comme ça. Donc ça, voilà, 1911, tiens, voilà, c'est marqué. Alors, je vais vous montrer d'autres effets marrants. Donc, ces matériaux ici, là, ce que vous voyez léviter au-dessus des aimants, c'est des matériaux qui peuvent être mis dans cet état supraconducteur, donc l'état que vous voyez ici, si vous voulez. Sauf que pour le mercure, c'était à quelques Kelvin, c'était à 4 Kelvin, donc c'est froid, hein, c'est moins 270 à peu près. Là, c'est un petit peu plus élevé, donc c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en refroidissant à l'azote. Et en plus de transporter du courant sans perte, eh bien, ils ont d'autres propriétés magnifiques, c'est-à-dire qu'ils expulsent les champs magnétiques et donc ils lévitent au-dessus, par exemple, d'aimants. Donc voilà une petite vidéo qui est très marrante où vous voyez, par exemple, quelques possibilités d'utiliser ces matériaux. Alors vous refroidissez pour les amener dans cet état-là, et puis voilà un petit train qui est fait en ayant ces matériaux qui permettent au train de léviter au-dessus de la piste magnétique. Par exemple, ici, c'est pareil, vous avez mis des matériaux qui deviennent supraconducteurs, donc on utilise un nom légèrement différent, on les refroidit, et puis ils vont se mettre à léviter. Donc là, c'est de l'air liquide, hein, c'est de l'azote liquide essentiellement, qui amène à une température qui est quand même assez froide. Et vous voyez maintenant, ça y est, le matériau expulse le champ magnétique. Alors c'est un peu plus compliqué. Pour les spécialistes, vous pouvez vous amuser à essayer de comprendre pourquoi ça tient même quand c'est renversé. Parce que si ce que je vous avais dit était vrai, ça n'aurait pas dû tenir, ça aurait dû tomber. Voilà, vous voyez le... Donc c'est des matériaux qui ont des propriétés extrêmement bizarres, extrêmement remarquables. Et ça vient de la mécanique quantique et du principe d'indiscernabilité. Ce qui est évidemment une grande surprise qu'on n'aurait pas vraiment pu prédire autrement. Alors, la théorie, il a fallu attendre un peu. Et en fait, l'idée de base, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que c'est les vibrations des noyaux des atomes qui créent une force attractive pour deux électrons. Et du coup, vous avez une espèce de paire d'électrons qui se forme. La paire d'électrons, c'est un peu comme un boson, parce que 2 fois un signe moins, ça fait un signe plus. Et du coup, on récupère un peu la condensation de Bose-Einstein. Alors, les gens qui ont trouvé ça, c'est 3 physiciens, Bardeen, Cooper et Schrieffer. Vous vous souvenez de Bardeen? C'est le même que pour le transistor. C'est le seul physicien qui a reçu 2 fois le prix Nobel de physique. Marie Curie a reçu 1 fois le prix Nobel de physique, 1 fois le prix Nobel de chimie. Et Bardeen a reçu 2 fois le prix Nobel de physique, 1 fois pour l'invention du transistor et la 2e fois pour l'explication de la théorie de la supraconductivité. Ça le méritait quand même. Voilà. Et du coup, eh ben, ça a permis de faire des applications. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme application? Des câbles, par exemple, supraconducteurs. Vous voyez ce gros câble de cuivre ici, qui transporte du courant, enfin qui peut transporter du courant, peut être remplacé par l'une de ces paillettes ici,
qui transporte du courant sans aucune perte, qui est fait avec l'un de ces matériaux. Ici, j'ai mon collègue à l'Université de Genève, Carmine Senatore, qui est spécialiste de la fabrication de ces câbles supraconducteurs. Il y a des câbles comme ça qui sont installés, celui-là, je ne sais plus où il est, à Long Island. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut refroidir, il faut mettre la cryogénie. Vous pouvez faire des trains qui lévitent. Il y a quelques prototypes de par le monde qui ont été mis. Les aimants du CERN fonctionnent comme ça, avec ces matériaux, parce qu'évidemment, toute l'énergie est utilisée pour produire le champ magnétique et pas pour dissiper à l'intérieur de l'aimant. Et de façon plus importante, pour faire des examens médicaux, ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, qui est aussi une technique de physicien, mais je ne rentrerai pas là-dedans, vous avez besoin d'un très fort champ magnétique. Et la façon dont c'est fait, c'est tout simplement de mettre une boucle de courant à la création de l'appareil. Et comme le matériau est supraconducteur, le courant tourne en boucle sans jamais s'arrêter, sans dissipation, et produit un énorme champ magnétique permanent. C'est comme un réfrigérateur de frigo, si vous voulez. Tant que vous n'enlevez pas le froid, le courant va tourner sans jamais s'arrêter. Et donc ces machines qui sont dans les hôpitaux, elles ont été chargées, si j'ose dire, à la fabrication. Et c'est des gros aimants qui produisent des champs absolument énormes, sans aucun apport de courant pour le champ. Après, la machine elle-même, elle a besoin évidemment d'être alimentée, mais le champ magnétique est produit simplement avec des aimants supraconducteurs qui, je dirais, sont maintenus au froid. Il y a l'idée d'utiliser ces aimants-là pour les réacteurs de fusion. Inutile d'insister sur l'intérêt de la fusion pour essayer de résoudre nos problèmes d'énergie. Ça produit des champs assez énormes pour les spécialistes. 20 Tesla, c'est quand même assez élevé. Il y a d'autres effets auxquels les gens n'avaient pas pensé. Je vais vous en montrer un, c'est ce qu'on appelle l'effet Josephson. Donc Brian Josephson, qui est un physicien remarquable, a pensé à une application de ces matériaux supraconducteurs auxquels personne n'avait pensé avant qu'on ait évidemment la théorie permettant d'expliquer comment ils fonctionnent, et a montré qu'ils pouvaient servir à détecter des champs magnétiques extrêmement faibles. Donc en faisant, alors c'est un joli nom, c'est Superconducting Quantum Interference Device, ça fait squid, ça fait calmar, c'est très mignon comme nom. Mais l'idée est de dire, on met deux de ces matériaux en contact à travers une barrière isolante, et ils vont être capables de détecter le champ magnétique qui va passer ici à l'intérieur. Et alors, je vais vous montrer la sensibilité de ces détecteurs. Vous avez ici l'échelle de champ magnétique. Donc, vous avez le champ magnétique terrestre, le champ magnétique créé par une ligne à haute tension. Alors, vous voyez, ça se mesure en micro-Tesla, en nano-Tesla, une automobile à 50 mètres, un tournevis à 5 mètres. Donc, vous agitez un tournevis et ça vous fait un champ magnétique de 10-9 Tesla. Et un transistor, donc un chip, disons, qui fonctionne, ça vous fait un champ de l'ordre du femtotesla, donc 10-12 Tesla. Alors on se dit, ces trucs-là, c'est impossible à mesurer. Le mouvement des poumons, le mouvement du cœur, les muscles, le cœur d'un fœtus, etc., le cerveau, etc. Et voilà la sensibilité d'un squid. Donc tout ça, c'est mesurable, et ce n'est pas des choses que vous auriez pu mesurer en prenant une petite bobine et en mesurant. Voilà un exemple médical, c'est de la magnétocardiographie, où vous avez ici un squid pour détecter les champs magnétiques qui sont produits par le battement de cœur de la mère, que vous voyez ici, et le battement de cœur du fœtus, que vous voyez ici. Et ça, c'est la mécanique quantique. C'est, disons, la conséquence de la mécanique quantique. Alors, c'est pas lourd en champ magnétique. Vous avez ici, c'est 1/10 de la force du champ magnétique terrestre. Donc, il faut évidemment que ça soit dans une pièce blindée, hein, c'est-à-dire où le champ magnétique terrestre a été épuisé. Voilà, ça, c'est les applications que la mécanique quantique nous a amenées au cours du XXe siècle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin du XXe siècle, il s'est produit une espèce de deuxième révolution quantique. Alors, on va être beaucoup plus bref là-dessus, hein, je ne vais pas passer autant de temps, mais il y a eu une nouvelle révolution quantique. Le XXe siècle, ça a été le siècle des liquides de Fermi, c'est-à-dire on ignore l'interaction. Ça a permis d'avoir le transistor, je vous ai mis les prix Nobel pour le fun, la supraconductivité,
beaucoup de prix Nobel pour la supraconductivité. Plus près de nous, ce qu'on appelle la magnétorésistance géante, c'est-à-dire comment la résistance des matériaux est changée par le champ magnétique, qui a valu le prix Nobel à Fert et Grünberg. Et tout ça, ça a donné des applications fantastiques. Le transistor, j'en parle même pas. La supraconductivité, je vous ai mentionné l'imagerie par résonance magnétique. La magnétorésistance géante, ça a révolutionné à l'époque tout le stockage magnétique de l'information, parce que ça a permis de faire des têtes de lecture beaucoup plus sensibles. Et voilà, et maintenant il faut trouver de nouvelles fonctionnalités. Donc il vous faut des matériaux qui transforment la chaleur en courant, qui transforment la lumière en courant, qui prennent des champs magnétiques et vous fournissent de l'électricité, ou du moins le détectent sous forme d'électricité. Et c'est très dur d'imaginer que vous puissiez faire ça sans faire intervenir ce qu'on appelle les degrés de liberté de spin, de charge ou orbitaux des matériaux. Et du coup, ça veut dire qu'à part prendre tout ce qu'il y a dans la table périodique, le mélanger avec n'importe quoi et essayer de sortir quelque chose, eh bien, il va falloir qu'on comprenne les effets d'interaction, ceux que Landau nous avait autorisés à jeter. Et bien maintenant, on n'a plus le droit de les jeter si on veut aller un peu au-delà de ce qui a été découvert. Mais c'est un problème monstrueux. C'est un problème monstrueux. Vous avez 10 puissance 23, il y a plus d'atomes dans un petit bout de solide comme ça que d'étoiles dans l'univers. Donc vous avez 10 puissance 23 particules qui interagissent toutes entre elles, qui obéissent aux lois de la mécanique quantique, avec tous ces signaux plus et moins là qu'il faut foutre au milieu, et vous devez résoudre ça. Donc, premièrement, il est hors de question d'écrire 10 puissance 23 équations, même si vous mettez ça sur un ordinateur, pour tout un tas de raisons, c'est extrêmement pénible à simuler, et donc vous avez une vraie frontière du savoir humain. On peut avoir l'impression que les frontières du savoir humain, c'est d'aller vers l'infiniment petit et de comprendre les lois fondamentales des quarks, des machins, des bidules, des trucs comme ça. Ou d'aller vers l'infiniment grand et de se dire « Oh, la gravitation, les lois fondamentales, les ondes gravitationnelles, etc. » Oui, c'est effectivement deux frontières du savoir, de comprendre les lois qui régissent l'univers ici et les lois qui régissent l'univers ici. Mais il y a un autre axe, un axe beaucoup plus subtil, qui est celui de se dire, même si je suis dans une situation où les lois pour peu de corps sont bien compris, et c'est notre cas aux échelles où on est dans la pièce, ben dès que je commence à en mettre beaucoup, et 10 puissance 23, c'est beaucoup, mais c'est jamais que 1 mm3 de solide, eh bien, j'ai des phénomènes collectifs, et là, toute cette beauté de la supraconductivité, de la suprafluidité, etc., va être capable d'émerger, et il faut la comprendre. Alors un exemple qui a, je dirais, que les physiciens et physiciennes se sont pris en pleine figure, c'est ce qu'on appelle les supraconducteurs à haute température critique. En 1986, deux chercheurs, qui travaillaient à IBM Zurich, Bednorz et Müller, ont découvert ces fameux matériaux que vous avez déjà vus dans les slides d'avant. C'est des matériaux qui auraient dû être isolants et magnétiques. Et ils sont supraconducteurs. Ça a été trouvé en 86. Aujourd'hui, personne ne sait pourquoi ils sont supraconducteurs. La théorie BCS ne s'applique pas vraisemblablement. Je dis ça vraisemblablement parce que comme personne ne sait quelle est la bonne théorie, peut-être je suis en train de vous dire des bêtises, mais enfin, en tout cas, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles la théorie normale ne s'applique pas. Et donc, on pense qu'il faut comprendre les effets des interactions pour être capable de décrire ces matériaux. Par contre, ils sont supra à une température tout à fait décente, enfin beaucoup plus chaude que les autres. Vous voyez un peu la courbe. Ça, c'est la progression de la température critique des matériaux supraconducteurs avec le temps. Et puis, bang, avec cette famille de matériaux, vous passez en quelques années, vous êtes passé à, on va dire, 130, 140 Kelvin, disons, de façon, si on triche pas trop, je dirais, vous êtes à peu près 140 Kelvin. Donc, on voudrait évidemment comprendre pourquoi ils sont supraconducteurs pour essayer d'en faire des meilleurs, si c'est possible. Voilà. Vous avez aussi maintenant la possibilité de faire de la haute couture avec les matériaux, qui est quelque chose qui n'existait pas avant. Je vous montre quelque chose qui a été réalisé dans le laboratoire de mon collègue Jean-Marc Triscon, où vous empilez deux matériaux différents. Donc vous avez, alors ça c'est une vue d'artiste, mais ça c'est le vrai matériau. C'est une image, je dirais par, disons, microscopie électronique, où vous avez ici l'un des matériaux, au-dessus vous avez l'autre matériau, et c'est fait couche par couche. Je dirais vraiment comme vous feriez un millefeuille propre. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que le matériau du bas est un isolant.
Le matériau du haut est un isolant. Question pour vous, quand je prends deux isolants et que je les colle l'un sur l'autre, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, à l'interface, j'ai un supraconducteur. Donc, je prends deux tartines de pain, je les mets l'une sur l'autre et j'ai du foie gras au milieu, quoi. Voilà, Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, voilà. Mais du coup, il faut qu'on comprenne les interactions. Alors, comment est-ce qu'on résout? Ben, on a besoin de nouvelles techniques de mesure, parce que déjà, il faut arriver à sonder ces machins. Hein, vous savez qu'il y avait au début, c'était le 18e, je ne sais plus, la question de savoir si quand un cheval court, il lève les quatre pattes en même temps. Ben, la seule façon de résoudre ça, c'est d'avoir une technique de photographie qui vous permet de prendre une photo suffisamment rapide. Eh ben nous, on veut la même chose, c'est-à-dire que font les machins dans le solide? Ben, il nous faut une technique de photographie suffisamment rapide, et ça s'appelle un laser à électrons libres, et on commence à avoir des techniques comme ça. Alors c'est un tunnel de 700 mètres, hein, dans lequel vous accélérez des particules, et ça vous permet d'exciter un solide, de le mesurer, etc., avec un temps de... Celui-là est en Suisse, au PSI, au Paul Scherrer Institute. Il y en a d'autres dans le monde, il y en a à Stanford, etc. etc. C'est quelque chose qui est en train d'arriver comme technique de mesure. Ça vous permet d'arriver à cette résolution temporelle qui est quand même plutôt, on va dire, impressionnante. Donc il y a des choses que vous pouvez voir. On a besoin de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, qu'elles soient analytiques ou qu'elles soient numériques, papier, crayon ou ordinateur. Alors, les gens dans ce domaine aiment bien faire des modèles simplifiés. Donc, je pars du matériau, ça c'est compliqué. Donc, je vais dire que ce qui est important pour le comprendre, c'est par exemple les plans d'oxyde de cuivre. Ça c'est du cuivre, ça c'est de l'oxygène, et que tout le reste je peux jeter, je n'ai pas à m'en inquiéter. Mais c'est toujours très compliqué. Donc, je vais simplifier encore. Je vais dire, oh là là, mais j'ai juste des sites comme ça, et puis j'ai les particules qui sautent d'un site à l'autre. Qu'on appelle le modèle des liaisons fortes dans le jargon, etc. Et puis pour mettre les interactions, oh, l'interaction de Coulomb c'est compliqué, donc je vais dire que les particules se voient si elles sont sur le même site, et puis elles ne se voient pas si elles ne sont pas sur le même site. Ça s'appelle le modèle de Hubbard, qui a été introduit en 1963, on a le même âge, par M. Hubbard. Eh ben, il est résolu en dimension 1, il est résolu en dimension infinie, et entre les deux, eh ben, bon courage. Pourtant, c'est le modèle le plus simple qu'on puisse écrire pour décrire un solide. Voilà le modèle de Hubbard. Pour les spécialistes, il est écrit ici, alors dans un jargon un peu bizarre. Alors, comment est-ce que vous résolvez ça? Le problème, c'est que vous pourriez penser le mettre sur un ordinateur, mais il y a le fait que vous deviez mettre ces signes plus et ces signes moins qui fait que simuler des problèmes quantiques sur un ordinateur classique, c'est extrêmement compliqué. Et il y a quelque chose qu'on appelle le problème de signes, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vous dit qu'à cause de la nature même des fermions, vous avez une espèce d'erreur quand vous essayez de transcrire un problème quantique sur un ordinateur classique qui va croître exponentiellement avec la taille du problème que vous essayez de simuler. Donc si c'est pas trop gros, vous y arrivez. Si c'est à haute température, vous y arrivez. Dès que vous baissez la température ou que vous augmentez la taille, vous pouvez théoriquement y arriver, sauf que le rapport signal sur bruit, si vous voulez, part exponentiellement, donc vous heurtez rapidement à un mur que vous n'arriverez pas à briser. Et donc, à nouveau, même avec des machines qui vont à 10 puissance 15 opérations par seconde, on arrive à faire des machins qui font, je dirais, 6 x 6 sites, donc on est loin des 10 puissance 23 particules. Alors, il nous faut inventer des nouvelles techniques, soit des nouveaux algorithmes, et les gens travaillent très dur pour ça, soit des approximations, mais quand vous faites des approximations, vous ne savez pas si ce que vous trouvez, c'est le résultat de votre approximation ou si c'est vrai. Alors, il y a une méthode alternative. Soit vous demandez l'aide d'un autre domaine de la physique, ce qu'on appelle les atomes ultra-froids, soit vous essayez de faire ce qu'on appelle des simulations quantiques. Et l'idée de la simulation quantique, c'est quelque chose qui est venu de Feynman, et je vous mets la phrase de Feynman qui dit « Je ne suis pas content des analyses qui vont avec la théorie classique parce que la nature n'est pas classique. Et si vous voulez faire une simulation de la nature, vous devriez le faire de façon quantique. Et c'est un problème merveilleux parce que ça n'est pas facile. » Mais il avait un peu planté le grain qui consiste à dire on va essayer de simuler en utilisant la nature elle-même, les problèmes quantiques. Alors, il y a deux routes, deux directions. L'une dont je ne parlerai pas du tout,
c'est de faire un ordinateur digital, c'est-à-dire quelque chose que vous puissiez programmer, exactement comme on programme les ordinateurs classiques, mais en utilisant non pas des objets qui sont des 0 et des 1 classiques, mais ce qu'on appelle des qubits, des objets qui sont l'équivalent quantique de ces objets-là. Donc il y a des gens qui ont lancé un peu ces idées-là, qui ont reçu cette année, enfin l'an dernier, le prix, le Breakthrough Prize, donc c'est des gens très très reconnus. C'est une très belle idée, c'est très flexible, hein, comme tous les ordinateurs que vous pouvez programmer. Le problème, c'est que c'est difficile. Et pour le moment, les ordinateurs digitaux, on va dire, ils arrivent à factoriser 15, donc c'est bien, mais ça va pas très loin. Non, je plaisante un peu, je les critique un peu, mais disons, c'est pas encore quelque chose qui est sur la table. Alors, je vais juste, dans les quelques minutes qui restent, vous parler d'un ordinateur, de l'autre route, qui est de faire ce qu'on appelle de la simulation quantique, c'est-à-dire de faire un calcul analogique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, c'est très simple, vous faites un système expérimental qui implémente parfaitement le modèle que vous voulez résoudre, et vous lisez la réponse sur l'expérience. Donc, d'une certaine façon, vous faites une expérience, mais l'expérience doit être parfaitement, non pas le modèle n'est pas une approximation de l'expérience, mais l'expérience doit être parfaitement la reproduction du modèle. Par exemple, vous voulez faire une simulation, alors classique cette fois-ci, de la division, ben vous prenez une pile avec une tension V, vous prenez une résistance R, et vous mesurez le courant qui passe dans le circuit. Le courant qui passe dans le circuit, c'est V sur R. Et bien voilà, vous lisez la réponse, vous avez fait une division en faisant une expérience. Alors si c'est pour faire le modèle de Hubbard, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire. Et donc voilà par exemple Marcus Greiner, qui est un chercheur à Harvard, qui a réalisé ici un système dans lequel il a des atomes qui sont piégés, alors par des techniques de laser dont je ne parlerai pas, sous un objectif de microscope. Ces atomes sont capables de sauter d'un site à l'autre, et quand ils sont à deux sur le même site, ils se voient, et du coup, il est capable de simuler, ça c'est une expérience, c'est pas une simulation numérique, c'est vraiment regarder directement au niveau expérimental ces objets quantiques qui se balade ici, et ici vous voyez qu'il voit quelque chose qui a un atome bleu, suivi d'un atome rouge, suivi d'un atome bleu, suivi d'un atome rouge, donc il est capable de déterminer certaines propriétés. Quand il change la température du problème, il s'aperçoit que ces propriétés changent. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le point, c'est qu'il a réalisé une expérience qui est pratiquement l'implémentation parfaite de ce modèle de Hubbard, sur lequel les gens s'acharnent, et donc c'est ce qu'on appelle une expérience de simulation quantique. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous réfère un peu sur les deux publications. Alors il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis. Vous pouvez faire de la simulation de transport, par exemple, voilà une expérience, je dirais, avec des choses en matière condensée. Donc là, avec toutes les horreurs de l'interaction, etc., vous mettez un contact, vous faites une jonction ici, et vous essayez de mesurer le courant qui passe de l'un à l'autre. Eh bien, les gens des atomes froids ont été capables de réaliser la même chose, mais cette fois-ci, vous contrôlez parfaitement les paramètres avec des lasers, et donc vous êtes capable de faire la simulation quantique du courant qui va passer d'un réservoir à l'autre, ici, de ce réservoir à l'autre réservoir. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez mesurer des effets de désordre, etc., etc. Vous pouvez même faire des choses qu'on ne sait pas faire dans la vraie vie. Par exemple, on sait mettre un champ magnétique et mesurer, par exemple, le courant ou ce qu'on appelle l'effet Hall, c'est-à-dire la tension transverse sur un matériau, mais les champs magnétiques qu'on est capable de mettre dans la vraie vie sont limités. Le plus fort champ que vous arriverez pratiquement à mettre, c'est 100 Tesla. C'est déjà énorme, hein, 100 Tesla. Il y a des laboratoires entiers à Toulouse et à Grenoble pour lesquels vous devez aller demander du temps sur leur machine pour avoir ce genre de champ magnétique. Eh bien, si vous faites la chose avec des atomes froids et que vous trichez un peu, par exemple quelque chose qui est fait dans le laboratoire de Léo Falani à Florence, eh bien, vous arrivez sans peine avec des champs de 10 000 Tesla. Ce n'est pas des vrais champs magnétiques, mais ça produit le même effet sur le système qui est simulé que 10 000 Tesla. Voilà, donc on est dans ce monde assez excitant où on a à la fois des effets d'interaction à comprendre, ce qui est un problème incroyablement compliqué,
On a des outils qui n'existaient pas à l'époque de nos ancêtres, si j'ose dire, qui nous permettent de faire ça. Et on a ce contact avec les simulateurs quantiques, qui soient analogues ou digitaux, qui promettent beaucoup de découvertes et de choses dans les années qui viennent. Voilà, je vais m'arrêter là. Je reviens sur le but de cet exposé, c'est de vous faire comprendre que vous touchez la mécanique quantique tous les jours, qu'elle contrôle vos vies, si je peux me permettre, mais en tout cas, elle intervient dans votre vie. Il y a des merveilleux effets de la mécanique quantique au-delà du transistor, des matériaux, etc., qui sont des conséquences qu'on commence simplement à comprendre de ce qu'on appelle le principe d'indiscernabilité, l'intrication, etc., etc. Et on est en train d'aller vers une deuxième révolution quantique. Et au niveau de la maîtrise des matériaux, bien, le challenge du 21e siècle, c'est de comprendre les effets des interactions, et c'est la clé de la promesse de nouveaux matériaux. Et sur ça, eh ben, ça nous fait un monde à explorer qui est remarquable et qui va nous amener deux découvertes fondamentales à nouveau aux applications et peut-être à des choses qui vont à nouveau changer notre vie, comme le transistor a changé notre vie. Sur ça, je m'arrête et je vous remercie pour votre attention.